Dès l'enfance, on joue, on teste, on invente, on crée. Après, certains s'arrêtent, certains continuent, mais on s'y est toutes et tous essayé au moins une fois. Pourquoi on a ce besoin de créer? Qu'est-ce qui nous motive à créer? Et plus généralement, une vie sans créativité, est-ce que ça vaut le coup? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des besoins et des motivations qui sous-tendent les actes créatifs. Ce sera basé sur des travaux issus de la psychologie, évidemment, sur la psychologie sociale ou aussi la psychologie évolutionnaire. Donc on va rentrer un petit peu dans les détails de ce qu'est un besoin, puis après ce qu'est une motivation, en quoi on les différencie. Et puis dans un deuxième temps, on ira voir qu'est-ce que ces besoins ou ces motivations, ils ont à voir avec les actes créatifs. Est-ce que l'un cause l'autre? Est-ce que l'autre cause l'un? Est-ce que ce sont les besoins qui nous font aller vers de la créativité? Est-ce que la créativité, c'est un besoin en tant que tel? Toutes ces questions qui peuvent nous amener à avoir des intuitions sur pourquoi on crée, pourquoi on ne crée pas, et qu'est-ce qui pourrait nous permettre de mieux comprendre nos processus internes, de mieux nous comprendre en tant qu'être humain et individuellement notre personnalité propre. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je ferai un dessin, une illustration à côté pour essayer d'avoir quelque chose de visuel, mais l'idée ce sera qu'avec les explications, ça se tienne tout seul. Alors déjà, voyons ce que c'est un besoin. Quand on dit besoin, vous avez certainement plein de références qui vous viennent en tête. Un premier point qu'on peut aborder, c'est que le besoin, c'est une caractéristique des êtres vivants. Un être inanimé, est-ce qu'il a des besoins? Je dirais non. Ok. En tout cas, c'est le postulat que je vais faire pour cette vidéo. Alors qu'une cellule qui a besoin de se reproduire, de se perpétuer, elle a un besoin. Donc si on commence à étirer une première définition, le besoin, c'est ce qui permet à un être vivant de se maintenir en vie. C'est en tout cas basé sur sa volonté ou son obligation de se perpétuer dans le temps et pourquoi pas de s'étendre, de faire une expansion dans l'espace quand on évolue, quand on grandit, quand on se développe. Dans les quelques définitions que j'ai pu glaner ici et là, on parle d'une exigence née de la nature ou de la vie sociale. On parle aussi de état de privation. Donc quand on est dans le besoin, c'est aussi qu'il nous manque quelque chose, qu'on a une lacune, un déficit en quelque chose. On a aussi la question de la différence entre les besoins primaires et les besoins secondaires. Je vais y revenir et expliquer un peu plus en détail ce qu'on peut mettre derrière ces deux catégories. Et puis il y a un point qui est essentiel dans ce qu'on nomme besoin, c'est qu'un besoin, s'il n'est pas satisfait, alors il y a un inconfort, une souffrance, une douleur, voire la mort. Si on ne mange pas pendant plusieurs jours, voilà, besoin insatisfait et potentiellement grosse douleur, voire décès. Alors dans les besoins, comme je l'ai dit, on va distinguer des besoins primaires et secondaires. Moi, je les renommerai plutôt en besoins physiologiques qui sont liés à notre condition corporelle et en besoins psychologiques. Et il y aurait d'autres besoins possiblement plus élaborés, plus complexes, mais on va rester sur ces deux catégories-là. Les besoins physiologiques, donc qui sont liés à notre corps, la vie de notre véhicule matériel, et de l'autre côté, les besoins psychologiques qui sont liés. Hein. Je ne fais pas un dualisme corps-esprit, mais c'est une catégorisation qui nous aide bien à comprendre les choses. Et les besoins psychologiques, on les abordera dans un second temps. Les besoins physiologiques, c'est assez classique. Si vous avez déjà vu la pyramide de Maslow, vous les avez un petit peu en tête. C'est tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre organisme. Donc c'est des ressources matérielles d'abord, de l'eau, de la nourriture, de l'oxygène pour respirer. Et c'est un ensemble de fonctions, d'actions qu'on met en œuvre. Des fois, on s'en rend même plus compte parce que c'est le système parasympathique qui gère pour nous et qui réalise pour nous des activités spécifiques. Donc, digérer, respirer, dormir aussi, qui sont des choses où on ne décide plus vraiment nous-mêmes consciemment de faire l'action. Ça nous est un peu dicté et c'est parce que ce sont des besoins physiologiques qui sont tellement ancrés en nous que c'est comme si la nature avait dit ceux-là, on va pas les laisser gérer de manière consciente parce que c'est pas possible. Si on oublie une fois ou deux, ça cause de trop grands problèmes, donc
on internalise, on ne met pas en conscience. Et pour montrer que les besoins psychologiques, ils sont d'une certaine manière d'un second ordre, on pourra regarder aussi les personnes qui sont dans le coma, avec des besoins psychologiques au plus bas. Ils n'ont pas besoin d'interaction, ou en tout cas ils n'ont pas les capacités pour le faire. Ou encore les bébés qui sont dans un moment où on pourrait dire ils digèrent, ils crient, ils dorment. En tout cas, ce n'est pas encore des besoins psychologiques de aussi haut niveau que ceux qu'on peut avoir nous quand on veut des stimulations intellectuelles très abstraites, des choses de ce type-là, de la musique qui nous fait vibrer, plein d'autres stimulations qui sont pour notre agrément, mais qui ne constituent pas un objet pour notre survie. Donc on a vu qu'il y avait les besoins physiologiques et de l'autre côté, il y a les besoins psychologiques qui sont liés et qu'on pourrait dire qui sont là pour faire fonctionner notre psyché. Autrement dit, la machine à conscientiser, à se représenter, à projeter dans des possibles. C'est ça un peu notre psyché. Et alors ici, je prendrai comme postulat une hypothèse issue du champ de la psychologie évolutionnaire, qui est celle de dire que possiblement, les besoins psychologiques sont une couche supplémentaire qui sont venus nous aider à remplir les besoins physiologiques. Dans les besoins physiologiques, il y a des activités spécifiques aussi. Il y a l'activité de percevoir, de traiter de l'information, de raisonner, d'imaginer, tout un tas de choses qui se passent dans notre théâtre mental et qui soit nous provoquent de l'agrément, c'est-à-dire que ça fait plaisir, c'est agréable, ou qui nous aident pour réaliser des tâches au quotidien. On verra d'ailleurs qu'à ce titre, la créativité dont je parle très souvent est une des aptitudes qu'on développe et qui nous amène à aussi résoudre des tâches du quotidien ou à minima combler certains besoins psychologiques. Un deuxième point à voir sur les besoins psychologiques, c'est qu'ils sont nécessairement liés aux besoins physiologiques parce que si ceux-ci ne sont pas comblés, si on n'a pas mangé à sa faim, si on n'a pas dormi assez, alors les besoins psychologiques seront fortement altérés également. Ça veut dire que on aura du mal à combler les besoins psychologiques si les besoins physiologiques ne sont pas comblés. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. On peut avoir des besoins physiologiques comblés et pour autant des besoins psychologiques pas du tout comblés. Le point, c'est de dire qu'on peut satisfaire certains besoins physiologiques même si des besoins psychologiques ne sont pas comblés, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on veut que certains besoins psychologiques soient comblés, il faut d'abord avoir certaines conditions de base et notamment avoir comblé les besoins physiologiques. Une troisième catégorie de besoins qu'on pourrait mettre en avant, ça serait des besoins sociaux. Mais ici, je ferais comme si les besoins sociaux, ils découlent des besoins physiologiques et psychologiques en disant que pourquoi on aime voir du monde, pourquoi on va se lier et se relier avec d'autres êtres humains, eh bien c'est pour avoir accès à des ressources, donc combler les besoins physiologiques, et pour avoir de l'agrément, pour avoir une stabilisation émotionnelle, des stimulations positives qui nous permettent de combler les besoins psychologiques. Donc ici, ce qu'on dira, c'est que les besoins qu'on pourrait qualifier de sociaux, ce sont un mélange de besoins physiologiques et psychologiques. Pour donner des exemples concrets, ce qu'on obtient grâce à la société, grâce aux gens qui nous entourent, c'est d'abord des ressources. Les parents sont les premiers à faire ça. Ensuite, il y a les institutions, il y a tout plein d'organisations, de collectifs qui sont des fournisseurs de ressources. Dans un autre registre, on a les êtres humains autour de nous comme des stabilisateurs émotionnels. Et ils nous permettent de vivre des émotions positives ou négatives, des stimulations intéressantes. Et en ce sens, on va y combler des besoins psychologiques. Et un dernier qu'on peut citer, c'est que la communauté autour de nous est aussi une source d'apprentissage. C'est un réservoir à mentors qui pourront nous transmettre des savoirs, des récits, tout un tas d'apprentissages qui vont nous permettre, encore une fois, d'être meilleurs pour combler nos besoins physiologiques ou nos besoins psychologiques. Voilà, on a fait le tour un peu avec ce que recouvrait le terme de besoin, donc des besoins d'ordre premier avec les besoins physiologiques qui nous permettent de nous maintenir en vie, de nous perpétuer dans le temps, et les besoins psychologiques qui sont des alliés de ces besoins physiologiques pour répondre à la recherche de nourriture, d'eau, d'un abri, d'une sécurisation. Et donc maintenant, on va essayer d'aller voir, c'est quoi une motivation? Qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là? Est-ce que c'est différent? Et en quoi les deux nous aident à mieux comprendre ce qui nous pousse à agir? Alors d'une part, il faut voir que la motivation, dans les définitions qu'on trouve assez fréquemment,
il y a vraiment ce terme de ce qui nous pousse à agir. Donc c'est ce qu'il y a avant l'action ou ce qui cause l'action. C'est ce qui donne un mobile, une raison d'agir. Un premier point de différence qu'il y a entre la motivation et le besoin, c'est que la motivation, elle peut ne pas aboutir à l'action. Il peut y avoir une motivation, mais qui n'est pas suivie d'action. Elle peut être déjouée, insatisfaite, sans répercussion. Dans le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure, si on agit, c'est parce qu'on a été motivé à le faire, mais si on est motivé à faire quelque chose, ça ne garantit pas qu'il y aura une action derrière. Premier point de distinction. Deuxième point, ce qu'on appelle motivation, c'est la plupart du temps le fruit d'une interprétation. Je m'explique, ça peut être une interprétation en temps réel qui est formulée par autrui, c'est quelqu'un d'autre qui regarde ce qu'on est en train de faire et qui se dit, lui ou elle, il est motivé à faire ceci ou il est motivé à faire cela. C'est ça qui est en train de le pousser à l'action. Donc c'est un regard d'autrui sur nous-mêmes. Ou alors, c'est une interprétation a posteriori de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre sur une action qu'on a fait par le passé. Donc c'est une forme de réflexivité, de retour sur nos actions et on la réévalue, on l'interprète en se disant oui, ce qui m'a motivé, c'était ça, ça ou ça. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui pourrait ne pas être là. La motivation, c'est quand même une interprétation des humains pour faire sens avec les actions que soit d'autres personnes font, soit que nous-mêmes nous faisons et que nous évaluons, interprétons a posteriori. D'ailleurs, dans une des définitions que je vous afficherai à l'écran, qui est présente sur un site très intéressant à ce propos, qui s'appelle les 101 théories de la motivation et qui est fait par un enseignant-chercheur qui s'appelle Fabien Fenouillet, vous trouverez quelques définitions, quelques modèles. Il y a vraiment beaucoup de choses à aller creuser. Je vous invite à aller le consulter si le thème de la motivation vous intéresse. En tout cas, une des définitions qu'il donne, c'est que la motivation désigne une hypothétique force intra-individuelle, protéiforme, donc il y a plusieurs formes, qui peut avoir des déterminants internes ou externes, et qui sont des déterminants multiples, et qui permet d'expliquer la direction, le déclenchement, la persistance et l'intensité du comportement ou de l'action. Donc ça nous montre que une action, c'est quelque chose qui s'initie, qui se maintient dans le temps et qui s'arrête. Et la motivation, c'est ce qui permet d'expliquer à la fois les différentes phases de déclenchement, de persistance et aussi d'intensité de l'action ou du comportement. La motivation, elle arrive avant l'initiation de l'action dans nos conceptions un peu courantes. Autour de ce terme de motivation, on a des synonymes proches comme un motif, un mobile. On a aussi le terme d'émotion qui a des racines un peu similaires. La question de motiver, comme on parle des fois de cognition motivée dans certains pans de la psychologie. L'intérêt, le désir, l'envie, le but, tout ça, ce sont des choses qui s'y réfèrent et qui permettent des fois de qualifier un peu plus précisément ce qu'il y a derrière le terme motivation, puisque vous avez vu dans la définition que j'ai mentionnée, on parle d'une force intra-individuelle à l'intérieur de nous, mais qui est hypothétique, c'est-à-dire qu'elle pourrait ne pas exister et que c'est parce qu'il y a une interprétation humaine sur ce qui dirige notre comportement qu'on a nommé cet aspect-là et qu'on a mis le mot motivation pour essayer de désigner quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à clarifier. Pour la motivation, on distingue généralement deux types de motivation. Vous avez peut-être déjà entendu les termes de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. Et la différence entre les deux, c'est que c'est un continuum qui va d'une règle intériorisée, très intrinsèque, à une règle extériorisée ou externe. Ça veut dire que pour la motivation intrinsèque, la règle ou le principe d'action, il est intérieur, il est intériorisé au maximum, si bien qu'on ne le voit même plus, alors que pour la motivation extrinsèque, il est externe, c'est-à-dire que très souvent, ça va être une entité externe, quelqu'un d'autre, qui va fixer cette règle ou ce principe d'action, et si jamais ça n'est pas réalisé, ça causera un inconfort ou une souffrance. La motivation extrinsèque, par exemple, ça peut être de l'argent. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on va poursuivre pour soi-même, mais c'est pour la ressource que ça permet d'avoir in fine. La motivation extrinsèque, elle passe par un médiateur pour combler un besoin. On commence à voir les liens entre motivation et besoin aussi, en tout cas ce qu'on peut faire à partir de ces concepts de motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. On pourrait dire que les besoins sont des motivations intrinsèques dans le sens où on ne les voit plus, où ils sont tellement intériorisés qu'ils guident notre action sans même qu'on en ait délibéré, sans même qu'on ait conscientisé le fait qu'ils étaient agissants. Et un autre point, ça pourrait être de dire qu'un besoin, c'est forcément une motivation, mais qu'une motivation n'est pas forcément un besoin. Voilà, on a fait le tour
de ce qu'on pouvait mettre derrière les mots besoin et motivation. Et maintenant, l'idée, ça va être d'aller voir en quoi les besoins humains et les motivations humaines, elles nous incitent ou elles nous freinent à faire preuve de créativité. Alors ici, j'appuierai ma réflexion sur deux modèles, à la fois les modèles issus des théories évolutionnaires et à la fois une théorie en psychologie qui s'appelle la théorie de l'autodétermination, qui dit qu'il y a trois motivations fondamentales chez l'être humain au niveau psychologique, hein, des motivations d'ordre psychologique donc, et qui dit qu'il y a un besoin de compétence, un besoin d'appartenance sociale et un besoin d'autonomie. Je relierai ces deux modèles d'une approche évolutionnaire et de la théorie de l'autodétermination pour donner des exemples un peu visuels, un peu concrets de pourquoi il y a des besoins qui nous amènent à créer, pourquoi il y a des motivations qui nous incitent plus que d'autres à créer. Un premier point que je vais dire, c'est que je vais vous inviter à remonter dans le temps au moment où on n'avait pas encore tous ces niveaux de technologie, toutes ces infrastructures qui nous permettent de déléguer beaucoup de tâches à des machines ou à d'autres êtres humains, et se dire qu'à ces moments-là, on avait besoin de combler nos premiers besoins physiologiques, comme d'habitude, la ressource en nourriture, en eau, un abri pour pouvoir dormir et se reposer. Ces classiques-là qu'on a évoqués dans la première partie sur les besoins physiologiques. À ces moments-là, on pourrait dire qu'un des gros besoins était un besoin de compétence, de savoir agir sur l'environnement de manière efficace, rapide et qui soit pertinente pour l'adaptation à l'environnement, pour la survie. Le premier bloc, c'est celui de la survie pour l'espèce humaine au sein du vivant. Donc on est un être vivant parmi plein d'autres êtres vivants, et là il faut qu'on survive. C'est ça qui a permis qu'on arrive encore aujourd'hui à avoir des êtres humains sur Terre. Donc les besoins sous-jacents à cette activité et pourquoi ils engendrent un besoin de faire preuve de créativité, on va décortiquer tout ça ensemble. Le premier besoin, c'est le besoin de s'adapter à son environnement. Ça veut dire comprendre son fonctionnement. Là, ça fait appel à ce qu'on pourrait appeler du raisonnement technique. Mais ça demande aussi de tester des modalités d'action, faire des hypothèses. Exemple, et si je tapais ces deux cailloux ensemble, ça donnerait quoi? Il a bien fallu qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui le teste, qui teste cette action, et bon, ça a donné du feu, en tapant des silex, en frottant des silex. Voilà, peut-être qu'à la base, c'était juste une volonté de tester, de s'amuser, mais il a dû tenter cette modalité d'action. Un besoin qui s'ajoute à celui-là, c'est celui après de modeler et transformer son environnement. Ça a été dans la célèbre phrase de devenir maître et possesseur de la nature. On peut prendre l'exemple de quelqu'un qui se serait dit, à partir d'un cours d'eau, et si je creusais un sillon entre ce cours d'eau et ma maison, et que ça permettait de faire de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'irrigation, il a bien fallu à un moment donné que certains se disent, ok, on peut détourner ce flot d'eau pour essayer d'en faire une réserve à quelque part. Et ça, c'était un besoin, évidemment, d'accumuler des ressources, notamment la ressource en eau, et de la maîtriser un peu mieux. Et ajouté à tout cela, qui ont fait aussi émerger pas mal de besoins psychologiques, ce sont les besoins de sécurisation. Et ça amène à quoi? Ça amène à anticiper, à tenter de se prémunir à l'avance de potentiels dangers. Ça veut dire générer des visions du futur, des scénarios possibles, des fictions vraisemblables, comme par exemple, et si il n'y avait pas de nourriture sur ce territoire pendant plusieurs mois, comment je ferais pour vivre? Et là, on voit que ça peut commencer à nous faire générer des modalités d'action pour se dire, ok, je vais commencer à stocker. On pourrait même dire que c'est là la base du capitalisme, de stockage avant c'était des têtes de bétail, donc il y avait déjà l'agriculture, mais à minima, quand on commençait à stocker des baies ou quels que soient des fruits secs ou d'autres types de ressources, ça peut être vu comme un début de cette volonté d'anticiper et de se prémunir des dangers qui pourraient advenir, comme le danger d'un accès restreint à des ressources alimentaires. La thèse que je déploie ici autour de comment l'être humain a réussi à se maintenir et se perpétuer au sein du règne animal et du règne vivant, c'est de dire que la créativité est une source d'innovation d'abord conceptuelle probablement, puis ensuite technique qui se réalise dans la matière, enfin via la fabrication d'outils, et elle nous a permis de nous adapter plus rapidement et plus efficacement à l'environnement et à ses modifications. Ça a pu être par exemple la création d'artefacts, d'objets qui ont permis d'augmenter nos capacités humaines. Je pense dans certains registres à l'arc, l'arbalète, puis la catapulte,
Puis le revolver aujourd'hui est tout ce qui nous permet de propulser des projectiles à grande vitesse. Ça a été un des besoins, alors parfois pour la guerre, parfois pour la chasse avant, mais en tout cas ça nous a permis d'augmenter nos capacités humaines. Un deuxième exemple autour du stockage de l'information, ça a été le dessin, les tables gravées, le papyrus qui nous a permis l'écriture, puis après l'imprimerie, puis maintenant les disques durs, tout ça qui nous a permis d'augmenter une capacité humaine qui était celle de stocker de l'information. Donc on le voit, la créativité a permis des innovations conceptuelles et ou techniques qui nous ont permis d'augmenter certaines de nos capacités et donc de mieux nous adapter à notre environnement. Évidemment, quand je dis ça, la créativité et l'intelligence, on voit, sont un duo fertile et je ne ferai pas ici la distinction entre créativité et intelligence, mais les deux aptitudes sont à mobiliser et ont été mobilisées par les êtres humains qui nous ont précédés pour s'adapter à leur environnement. Et ça nous fait dire que à ce moment-là, on n'avait plus besoin seulement des capacités humaines pour survivre, mais d'un petit plus qui sont ces artefacts ou ces bouts d'expérience vécue à transmettre de génération en génération. Un deuxième pôle que je propose à la suite de l'espèce humaine au sein du vivant et qui a essayé d'augmenter ses capacités et donc on pourrait le lier aux besoins de compétences dans la théorie de l'autodétermination. Un deuxième pôle qu'on va aborder, c'est celui du besoin d'appartenance sociale et de la question de comment on gère les organisations collectives humaines et les réagencements continus des relations entre les différents êtres humains. À ce niveau-là, donc, on peut relier le besoin, comme je l'ai dit, de l'appartenance sociale, et de celui-ci découle tout un tas de besoins qu'on va illustrer dans cette partie. Le premier besoin, c'est celui d'intégrer des groupes. Quand on arrive sur Terre, heureusement, la plupart du temps, on a un foyer familial qui nous accueille et qui nous permet d'avoir, comme je l'ai dit, les besoins physiologiques comblés. Mais au-delà de ça, dès cet âge-là, on a besoin de savoir se relier, intégrer ce groupe et plus tard d'aller en intégrer d'autres. Donc là, la question qui vient, c'est comment me faire apprécier des autres et ça peut amener à de la créativité pour trouver des stratégies qui nous permettent de le faire. Un besoin un peu plus tard possiblement, c'est celui de s'associer, de coopérer. Peut venir la question des outils pour faire ça. Donc on peut voir que l'humain, il a été très prolifique dans ce domaine-là puisqu'il a créé ce qu'on appelle des fois des fictions agissantes avec l'argent, l'État, les divinités, les religions. Donc la question de la pensée magico-religieuse, on parle des fois, en tout cas de la pensée des mythes, et évidemment le langage comme moyen de communication, qui au départ était le langage oral, puis le langage écrit, tout ça qui sont des outils fabuleux qu'il a fallu à un moment donné inventer. Alors ça s'est pas fait en un claquement de doigts, c'était progressif très probablement, mais l'idée c'est qu'à un moment donné, il y a eu plein de petits actes créatifs qui ont amené à l'élaboration de ces outils qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait banals, et qu'on utilise et que j'utilise pour vous communiquer, c'est le langage, en l'occurrence ici c'est le français, et le langage écrit quand vous verrez des choses affichées à l'écran. Un autre pan de ce besoin d'appartenance sociale, c'est la question des comportements prosociaux, ceux qui nous invitent à aller aider notre prochain, à faire preuve d'empathie. Ça nous a amené possiblement à nous poser la question de comment je peux aider mon prochain. Et ça, pour générer des stratégies d'aide, ça a dû faire appel à de la créativité. Un autre pan, c'est celui de la théorie de l'esprit. Comment je peux essayer de deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre? Comment je peux anticiper, mieux comprendre ses intentions? Pour ça, il a fallu que je génère des hypothèses et à nouveau, ça peut faire appel à de la créativité. Peut-être que celui-ci, il me veut du bien, il me veut du mal. Peut-être que ce qu'il veut, c'est ceci ou c'est cela. Et tout ça, ça peut faire appel à de la créativité. Donc pour ce besoin d'appartenance sociale, via le besoin d'intégrer les groupes, via la volonté d'assistance et d'aide aux autres, on voit que ça peut faire appel à de la créativité. Et un dernier point qui est lié à ce besoin d'appartenance sociale, c'est celui de bousculer les hiérarchies établies. Très souvent, ça se fait par la force physique dans les sociétés animales, mais dans les sociétés humaines, ça s'est complété par de la ruse. Un exemple que je pourrais donner, qui est dans des guerres un petit peu connues, et dans des guerres qui nous ont été racontées depuis Homère même, mais c'est le cheval de Troie d'Ulysse, qui montre bien la complémentarité entre de la force physique, puisqu'on était dans un contexte où il y avait des batailles, où il y avait de la guerre, et en même temps de la ruse, et de comment on peut utiliser notre inventivité, notre créativité, pour faire un peu différemment,
et arriver à nos fins. Alors ici, les fins, c'est de conquérir un territoire, conquérir une cité. Ça a été quand même beaucoup ça par le passé. Et donc, avec ce besoin d'appartenance sociale, on voit que j'ai plus besoin de juste me baser sur mes propres actions pour arriver à combler ces besoins physiologiques et ces besoins psychologiques. En allant me relier et me connecter au reste de la communauté, j'arrive à en combler de manière parfois plus efficace, parfois plus facile, et j'arrive à déléguer certaines tâches qui me permettent de combler à la fois mes besoins physiologiques et mes besoins psychologiques. Le troisième volet que j'aborderai ici, et qui est comme une espèce d'entonnoir où on a vu on est parti de l'espèce humaine au sein du vivant, qui a nourri le besoin de compétences en maîtrisant de plus en plus fortement et progressivement la nature autour d'elle. Ensuite, le pôle création de communauté qui a aussi été un soutien pour aller chercher les ressources, pour combler des besoins physiologiques et psychologiques. Et le dernier, on recentre un peu à l'échelle individuelle. Ici, on va axer sur le besoin d'autonomie, qui est le troisième besoin de la théorie de l'autodétermination, et en se disant quels sont les besoins à l'échelle individuelle qu'on peut tenter de combler par des actes créatifs. Le premier, c'est le besoin de faire face aux difficultés. On rencontre tous des problèmes, des défis de plus ou moins grande taille dans notre vie, et la question c'est comment je fais face. En anglais, on parle du terme coping, et c'est la question de comment je fais face aux imprévus, aux difficultés. Et ça, en général, comme c'est imprévu, comme c'est nouveau, les gens autour de nous ne nous ont pas transmis les façons de faire, les manières de répondre à ça, parce que c'est nouveau. C'est une situation à laquelle on n'a jamais été confronté, et possiblement ils n'y ont jamais été confrontés eux non plus. Et donc à ce niveau-là, on a besoin de faire preuve de créativité donc, pour faire face aux difficultés nouvelles. Un autre pan lié aux besoins plus individuels ou aux besoins d'autonomisation, ça va être le besoin d'exprimer notre singularité, le besoin d'expression émotionnelle aussi. Pour l'expression de notre singularité, ça va être relié à la volonté de se différencier ou de se faire une place de choix au sein de la société, parce que ça peut nous permettre, avec un statut un peu plus élevé que les autres, de se retrouver avec plus de ressources. Et donc, on comble à nouveau les besoins physiologiques, avec plus d'attention, plus de soins de la part des autres. Et là, les besoins psychologiques sont beaucoup plus satisfaits. Donc ce besoin de singularité à l'échelle individuelle, il peut venir pour combler à nouveau ces besoins physiologiques et psychologiques dont je parle depuis le début. Un autre besoin qui est aussi mentionné dans la pyramide de Maslow, mais qu'on peut nommer comme le besoin d'accomplissement ou le besoin de faire des trucs, juste se dire je m'occupe l'esprit, c'est à la fois un besoin de compétence pour me dire je suis capable de faire des choses, je suis capable de les concevoir et de les fabriquer, mais on voit que c'est quand même un besoin d'autonomie aussi, puisqu'on essaie de se prouver à soi-même qu'on est capable. On essaie d'augmenter sa confiance en soi et possiblement son estime de soi. Donc on voit que là, il y a beaucoup de besoins psychologiques qui sont convoqués et qui sont, à l'échelle individuelle, une volonté d'autonomie et de compétence sur le monde aussi. Un autre point qu'on pourrait voir comme un besoin individuel et qui vise à l'autonomisation, c'est le besoin de stimulation ou d'excitation mentale. Et ça peut passer par la volonté de se créer des moments de flow, des moments où on est en haut niveau de concentration, où on est absorbé tellement qu'on ne fait plus attention à soi et au temps qui passe. Ça peut être aussi parce qu'on recherche ces moments-là qu'on va mettre en œuvre des actes créatifs. Et plus loin, et je ne m'étalerai pas là-dessus, mais on pourrait dire que ça rejoint la notion de divertissement pascalien, donc du philosophe Pascal, qui avait mis en avant que pour faire face à la terreur et à l'angoisse possiblement des questions existentielles, on avait tendance à essayer de s'occuper l'esprit par du loisir. Aujourd'hui d'ailleurs on parle de loisir créatif, par une occupation mentale, et les actes créatifs pourraient être une façon de nous occuper mentalement. Une autre hypothèse que je lance ici, mais qui n'est pas du tout fondée et qu'il faudrait questionner, c'est est-ce que entrer dans des états de flow, ces consommateurs en ressources, ça pourrait aussi nous permettre d'atteindre un état d'équilibre, on parle des fois d'homéostasie, à voir si ce lien-là entre la consommation de ressources biologiques par le métabolisme et les activités psychologiques pourrait avoir un lien avec ce besoin d'équilibrer. Lié au besoin d'exprimer sa singularité, comme je l'ai dit, on peut avoir le besoin d'exprimer ses émotions. Alors exprimer ses émotions, ça va avoir quel but? Ça va être celui potentiellement de stabiliser ses émotions en les extériorisant, en les exprimant. Peut-être que ça va me permettre de les réguler. Et donc, la plupart du temps, on imagine ça pour des émotions négatives. Et la visée, ça pourrait être une réduction du stress, de l'anxiété. Et donc, cet aspect psychologique
Dans le jargon philosophique, on parle des fois d'ataraxie, l'absence de trouble. Ça pourrait être cette visée-là que, via les œuvres et les activités créatives, on essaie de combler. Un dernier que je vais mettre en avant et qui est aussi intéressant parce que là, quand on parle de s'exprimer, faire œuvre créative, on peut avoir le biais assez classique du biais artistique. On imagine la créativité dans les arts, mais la créativité, elle se déploie dans tout plein d'autres champs disciplinaires, et notamment dans la science, dans l'innovation, dans le design, dans plein d'activités, dans l'artisanat, dans plein d'autres actes que les domaines artistiques. Et un besoin qui est intéressant aussi, qui est un besoin psychologique qu'on observe chez certaines personnes, c'est le besoin, alors il est mentionné de plusieurs manières, il y a le besoin de cognition, le besoin de structure ou le besoin de fermeture cognitive, qui est ce besoin d'avoir les choses rangées, ordonnées. Et en fait, ça pourrait aussi participer à la mise en œuvre d'actes créatifs, parce que pour avoir cet aspect rangé, bien organisé, notamment dans le domaine sémantique avec les mots, on pourrait avoir une investigation qui fait appel à des capacités créatives pour essayer de mieux cerner cette partie du monde, cette partie du langage, et ça servirait de stabilisation émotionnelle parce que ça diminuerait l'inconfort face à l'ambiguïté, face à l'incertitude. Et un exemple, ça pourrait être chez les scientifiques, quand ils font des hypothèses sur une partie du monde et qu'ils essaient de voir, ok, lesquelles sont justes et lesquelles ne sont pas justes. Ça permettrait de réduire l'incertitude et de se dire, ok, ce bout de réel, il a l'air de fonctionner comme ça, ça va mieux. Et donc tout ça, ça va avec ce besoin d'autonomie, de s'autoréguler, donc de se réguler par soi-même, et donc ne plus avoir besoin de la communauté forcément. Donc on l'a vu, la créativité peut se déployer pour répondre aux besoins de compétences, d'appartenance sociale et d'autonomie. Elle a dû se déployer au fil de l'histoire humaine pour la question de l'adaptation à l'environnement, pour la question de la création et le maintien de communautés, de groupes sociaux qui évoluent bien ensemble et qui coopèrent. Et à l'échelle individuelle, elle a dû se développer pour une question de régulation, stabilisation émotionnelle, d'accomplissement personnel. Et donc on voit qu'il y a tout plein de pans de nos activités humaines, individuelles ou collectives, ou pour la survie de l'espèce, où cette capacité à créer, à inventer, à imaginer, elle est mobilisée. Je terminerai avec deux petits points sur ce que je n'ai pas pu aborder ici et qui serait quand même intéressant à creuser, et sur des petits questionnements d'ouverture qui pourraient être intéressants. Ce dont je n'ai pas parlé ici, c'est la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être et qui était en filigrane un peu là, mais j'ai préféré focaliser sur la théorie de l'autodétermination. Et parce qu'aussi, il y a des corrections qui ont été apportées sur les besoins fondamentaux de l'être humain, notamment par Kendrick, et sur les besoins fondamentaux psychologiques, que j'ai pas eu le temps de développer, mais qui font partie des sources dont je m'inspire, et je vous inviterai à les consulter si jamais ça vous intéresse. J'ai pas parlé non plus en long, en large et en travers des besoins de reproduction. Nous sommes des êtres où il y a une répartition sexuée, donc il faut qu'on trouve des partenaires, et ça peut aussi être un endroit où on a besoin de faire œuvre créative via l'humour, via la capacité à se montrer sous son meilleur jour, à show off, à démontrer sa puissance, sa capacité, son intellect, tout plein de capacités qu'on peut vouloir démontrer et dont la créativité peut faire partie. Je n'ai pas non plus abordé des besoins qu'on pourrait qualifier d'ordre transcendantal, la volonté de survivre après sa mort, d'exister au-delà de soi-même, au-delà de son existence propre, c'est-à-dire à une certaine date dans l'histoire humaine et à une certaine localité dans l'espace, en l'occurrence la Terre, et voire même pour certains juste la France ou un autre pays si vous êtes ailleurs. Et un autre point qui m'aurait semblé intéressant à voir, c'est la question de comment nos besoins sont triturés par des entités extérieures. En l'occurrence, ça peut être la publicité, le marketing. Ça aurait été intéressant de voir aussi s'il y a des besoins physiologiques ou psychologiques qu'on laisse de plus en plus de côté pour répondre à d'autres et comment ces besoins sont soit laissés de côté, soit surcomblés via la consommation à outrance par exemple. Je laisse ça de côté parce que ça ferait déjà beaucoup de choses, mais on a déjà abordé pas mal de liens entre activité créative et besoin, motivation fondamentale de l'être humain. Et dernier point que je n'ai pas abordé parce que c'est un petit running gag maintenant, c'est celui des outils créatifs qui, semble-t-il, n'ont pas de besoin ou de motivation. Et dans ce cas-là, pourquoi ils se mettraient à créer? Ça revient à la question de savoir si les outils numériques sont capables de créer. Donc ça, je laisse ça de côté parce que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce point-là. Et sinon, je vous invite à aller voir les articles que j'ai écrits sur le sujet pour avoir une idée un peu plus précise de ma pensée.
Un petit point critique que je peux aborder ici, c'est que j'ai amené beaucoup d'explications qui sont quand même très théorie évolutionnaire, qui présupposent une perspective évolutionnaire. C'est un prisme de lecture que j'ai. Si vous ne le partagez pas, je vous laisse dire en quoi c'est problématique ou faire vos suggestions, réflexions. Un autre point que j'ai pas trop évoqué, c'est celui des mécanismes biologiques qui pourraient intervenir dans les actes créatifs. Ça pourrait être la neurobiologie, qui est un champ disciplinaire où il y a des choses qui se font, c'est intéressant aussi, ou juste les mécanismes microbiologiques au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de tout ce qui fait notre métabolisme corporel. Ça, j'ai laissé de côté, autant parce que je ne connais pas très bien ces sujets que c'était pas l'idée, en parlant des besoins et des motivations, d'aller aussi loin. C'était pas l'idée d'aller aussi loin. Et encore une fois, quelque chose que j'ai laissé de côté parce que je parle ici des créateurs, des créatrices et donc de l'individu, j'ai laissé de côté les interactions avec l'environnement qui peuvent évidemment modeler la manière dont on agit et donc est-ce qu'on agit de manière créative ou pas pour répondre à tel ou tel besoin. Ça dépend évidemment de l'environnement dans lequel on est. Si j'ai un environnement abondant et donc je n'ai pas besoin de chercher de la ressource, que ce soit alimentaire ou de l'eau, forcément je vais peut-être déployer moins de créativité. C'est un des points qui est souvent mentionné dans les études aussi, qu'un contexte qui propose de l'adversité est plus propice au déploiement de capacités créatives. Donc c'est encore un point que j'ai laissé de côté, mais c'était quand même mentionné à travers toutes les épreuves auxquelles l'humanité a dû faire face, auxquelles les sociétés humaines ont dû faire face et auxquelles l'individu doit faire face tout au long de sa vie. Et je vous laisserai avec, comme d'habitude, quelques questions d'ouverture. Une des questions qui, moi, me fascine est toujours cette différence entre les humains et les non-humains. Et la question, ce serait, est-ce que ces êtres vivants non-humains, qui ont des besoins similaires aux nôtres, des besoins de s'alimenter, de se nourrir, des besoins de faire société, est-ce que eux aussi, ils déploient des activités créatives? Et si oui, comment on pourrait les identifier et comment on pourrait les observer? Une autre question qui retourne un peu le problème, c'est de dire, est-ce qu'on peut agir créativement si on n'y est pas motivé, si on n'a pas un besoin qui sous-tend cette activité créative? D'une autre manière, on pourrait le dire, peut-on s'extraire de nos déterminismes? Si vous êtes philosophe, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et une autre question que j'aime bien me poser, c'est celle de la vision en négatif. Quels besoins ou envies seraient des empêcheurs de créativité? Ça voudrait dire quoi? Des besoins qui freinent ou qui nous empêchent de faire œuvre créative. Est-ce qu'il y en a? Et si oui, lesquels? Voilà, on arrive à la fin de cette capsule concept. Je vous remercie de l'avoir suivi. Elle était peut-être un peu longue, mais il me semble qu'il y a des choses intéressantes qui ont été abordées. Comme d'habitude, vous aurez l'illustration à la fin qui vous permettra d'avoir une synthèse un peu visuelle de ce qu'on a fait. Et je vous dis à bientôt, probablement pour un réflexe critique qui viendra à nouveau débunker, remettre en question les choses que j'ai abordées ici, et plus tard d'autres capsules concept. Allez, ciao!